Bonjour Philippe Pujol. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est ici à Marseille, un terrain que vous connaissez bien. On va parler dans quelques instants de vos travaux, de vos livres, puisque vous venez de sortir cette année le dernier épisode de votre trilogie autour du trafic de drogue. Mais d'abord, c'est notre tradition, on évoque 3 dates de votre parcours. Et d'abord, la date qu'on souhaitait évoquer en premier, c'est 2003. C'est votre entrée dans le journalisme. Vous travaillez à la Marseillaise et puis vous allez y rester très longtemps, même presque 10 ans. 11 ans. 11 ans, autour des faits divers. Et c'était pas prévu comme ça, je crois, à la base. Hein. J'ai été nommé volontaire aux faits divers. En fait, je rentre à la Marseillaise en stage, comme souvent. Alors moi, j'ai fait d'autres métiers avant. Je rentre tard dans le journalisme. J'ai 29 ans quand je rentre dans le journalisme. Enfin, 28 ans. Et j'ai déjà fait d'autres métiers avant. J'étais informaticien, j'étais agent de sécurité. J'ai fait d'autres jobs, quoi. Il fallait vivre. Et quand j'ai repris des études en communication scientifique, et absolument pas en journalisme, j'avais un petit module de journalisme et il fallait un stage. Et j'étais en cours avec... quelqu'un de la Marseillaise qui en avait marre d'être à la Marseillaise et qui faisait des études pour aller ailleurs, qui m'a dit « va à la Marseillaise, t'as le profil ». Et donc je suis rentré à la Marseillaise. Au moment où ils n'avaient plus de faits diversiers, moi j'ai jamais voulu l'être, mais j'étais dégourdi, je connaissais tellement bien déjà le monde du banditisme qu'ils m'ont gardé, ils m'ont nommé volontaire pour les faits divers, c'est-à-dire une réunion, un jour ils ont dit « Pujol est volontaire pour être fait diversier ». Moi, j'étais pas volontaire parce que la veille, j'avais dit que je voulais surtout pas faire ça. Mais en même temps, ça me donnait un CDI, ça me donnait un contrat. Et puis, je me suis dit, après tout, pour apprendre le journalisme, puisque j'ai pas fait d'école, il n'y a rien de mieux que le fait divers. C'est vraiment la rubrique la plus précieuse pour avoir la rigueur. Et enfin, voilà, il n'y a pas d'erreur possible. Dans le fait divers, tu te plantes, tu es sanctionné instantanément. Alors qu'en journalisme politique, économique, tu fais une erreur, tu peux la corriger. En fait divers, tu es corrigé. Alors, s'en suivront, vous le dites vous-même, 5000 braquages, 300 règlements de compte que vous avez fait, façon de parler. Que j'ai fait dans le texte. Je crois que j'ai plus de 300 homicides aussi. Mais oui, voilà. Après c'est ce que j'appelais les désordres ordinaires, quoi, le quotidien des malheurs, quoi. Et donc tu racontes au quotidien, dans une ville comme Marseille, 1 million d'habitants tout compris, une ville portuaire, une ville compliquée, une ville pauvre, une ville de réseau, où il y a donc du banditisme, petit, moyen, gros, et il y a aussi des malheurs, voilà, de partout, une gestion politique compliquée qui fait que je raconte le monde vu depuis Marseille et vu depuis le fait divers, donc des bas-fonds. Moi je raconte le monde des bas-fonds, mais il n'y a pas que ce monde-là, mais c'est celui que je raconte. Et justement, 11 ans dans lesquels vous allez raconter à la Marseillaise ce monde-là. Et c'est la deuxième date qu'on a choisie, 2014, parce que c'est une date importante pour vous. Vous remportez le prix Albert Londres, l'Oscar du journalisme, les Césars du journalisme. Le Ballon d'Or. Voilà, le Ballon d'Or, si on suit la métaphore footballistique de Marseille. Et pourtant, je crois que vous vouliez raccrocher à ce moment-là. Oui, j'étais en train d'arrêter le journalisme. En fait, le problème, c'est quand tu es dans un quotidien comme la Marseillaise, à l'époque, qui était en train de mourir. De toute façon, la Marseillaise ne cesse de mourir. Ça fait depuis qu'ils existent qu'ils meurent. Mais parce que c'est compliqué, tout simplement. Et donc, j'étais super mal payé. J'avais des enfants. Je sentais bien que j'allais pas faire carrière, que financièrement parlant, être uniquement sur le plaisir, ça allait plus être possible, parce que ça me plaisait moi, j'aimais ça. Donc être très mal payé n'était pas un souci pour moi, sauf que quand je commençais à avoir des enfants qui allaient rentrer à l'école les deux, quoi. Bon, là, tu sens qu'il faut des sous. Donc, j'allais arrêter. J'avais commencé déjà à chercher ailleurs. J'étais en conflit avec la rédaction en chef de l'époque. Il m'avait mis un blâme la semaine où j'ai eu... Parce que j'ai créé la Société des rédacteurs de la Marseillaise. La Marseillaise, c'est un journal communiste. Donc, dans un journal communiste, tu ne crées pas un syndicat. Dans un journal communiste, le syndicat, il est des patrons. C'est le journal. Donc, en fait, pour faire un contre-syndicat, j'avais créé la Société des rédacteurs, donc j'étais casse-couille, quoi. Et donc il m'avait mis un blâme, et moi j'ai dit, si j'ai eu le prix Albert Londres, comment on va faire? Il me dit, tu l'auras jamais. Je dis, on va voir. Bon, je pensais pas que je l'aurais. Et après, une fois que je l'ai eu, c'était très marrant, parce que j'étais tout le temps dans le journal. Le service de pub m'utilisait pour vendre des pubs. Et donc j'étais Miss France, quoi. J'étais le Miss France de la Marseillaise, donc j'étais sans arrêt dans le journal en photo. Et le photographe de l'époque, il en rajoutait. Il me prenait en photo avec les rédacteurs en chef. Et en plus, moi, comme je suis grand, je me mettais toujours bien plus haut qu'eux. Et lui, il les prenait en contre-plongée pour qu'il soit tout petit à côté de moi. Donc on était taquins, quoi, tant qu'à faire.
on est mal payé, mais on rigole. C'était mon directeur de l'époque qui disait ça. Alors, un argument publicitaire, parce que c'est un événement à l'époque. Ils ont vendu beaucoup. D'habitude, un journaliste de presse quotidienne régionale, surtout sur la question des faits divers, ne remporte pas ce prix. C'est un prix très prestigieux qui est plutôt réservé aux reporters de guerre. Voilà, aux reporters de guerre ou à ce genre de reportage. Aux investigations. Personne ne s'y attendait, même vous. Moi, bien sûr que non. J'avais même appelé le prix Albert Londres pour leur dire merci de m'avoir sélectionné dans la liste. Moi, je pensais qu'ils voulaient faire un clin d'œil à la PQR et à un journal en galère pour dire, vous voyez, on vous voit, on vous sélectionne dans les, je crois que c'est 7 qu'il y en avait à la fin, on vous sélectionne dans les 7. Je les avais appelés pour les remercier, pour leur dire que je ne pourrais pas venir à Bordeaux, je serais bienvenu, mais parce que c'était à Bordeaux la remise du prix. Ils m'avaient dit, on ne sait jamais, moi j'y croyais pas du tout, j'étais même parti en vacances et tout à ce moment-là. Et je l'ai eu, et apparemment en plus je l'ai eu sans trop de conflits dans le jury, quoi. Je l'ai eu assez vite, mais voilà, bon, je l'ai eu. Et c'est un changement majeur dans votre carrière parce que évidemment, oui. C'est vrai que vous l'avez dit, normalement c'est plutôt la consécration l'Albert Londres. Vous, ça a été l'inverse. Moi c'est le départ. Moi c'est consécration de rien du tout, j'existe pas. Moi je suis un joueur de bas de niveau de division 2 et je finis Ballon d'Or. Donc d'un seul coup, les yeux sont sur moi, je n'existais pas et j'existe. Alors c'était pas tout à fait vrai parce que les gens qui connaissaient Marseille, les journalistes qui suivaient Marseille savaient que j'étais quand même déjà un journaliste qui en matière d'investigation sur les trafics de stupes, la corruption, j'étais déjà très présent. C'est moi qui sors l'affaire de la BAC Nord, c'est moi qui sort aussi le fait que la BAC Nord était une affaire en fait de bagarre de police, etc. Je sors beaucoup de choses, j'ai sorti des trucs sur Sarkozy, Vue de Marseille, j'ai sorti beaucoup de choses. Mais quand tu es dans un petit journaliste dans un quotidien, tu te fais toujours piquer l'info par un Parisien qui va la mettre en avant en te citant légèrement dans le journal, puis tu disparais. C'était ça mes années d'investigation marseillaise, c'était surtout je me faisais piller, quoi. Et puis c'était le jeu, je le prenais même pas mal, quoi. Je recevais mal les Parisiens quand ils venaient à Marseille, c'est tout. Mais c'était le jeu. Et là d'un seul coup me voilà dans le devant de la scène, c'est une autre histoire. Alors c'est justement sur les quartiers nord et sur le trafic de drogue que vous allez remporter le prix Albert Londres, sur une série d'articles qui vous mèneront en fait des faits divers jusqu'à maintenant, c'est-à-dire c'est la troisième date qu'on a choisie, 2024, la fin de votre trilogie, donc avec votre livre qui est sorti en septembre, Cramé, donc après votre livre premier Fresh Connection. Fresh Connection, c'est une compilation de mes articles qui ont eu le prix Albert Londres et qui ont eu le prix Varenne, parce qu'avant le prix Albert Londres, j'avais eu le prix Varenne. Varenne, c'est les Césars du journalisme, c'est normal pour la PQR et Albert Londres c'est les Oscars et donc j'ai fait un premier livre French Connection, mais c'est pas dans ma trilogie. Après j'ai fait La Fabrique du monstre, La chute du monstre en 2020, enfin 2019 et Cramé, Les enfants du monstre. Comment vous êtes passé du entre guillemets simple fait divers, le collier arraché dans la rue, le vol à main armée, au justement trafic de drogue, qui est un sujet compliqué, on va en parler, mais comment s'est opérée un peu la bascule? En fait, j'étais un fait diversier dans un journal qui fait du social et du sociétal, et donc j'ai tout de suite eu, dès 2003, une approche sociétale des faits divers. J'ai pas eu une approche uniquement factuelle, il s'est passé ci, il s'est passé ça. J'ai toujours essayé de trouver du sens quand il y en avait, ou quand il n'y avait pas de sens, de trouver au moins presque de la poésie même dans ce qu'il y a de plus dur dans la poésie. J'ai toujours essayé de trouver quelque chose dans le fait divers, du déterminisme ou au contraire de la fatalité. Et ce qui fait que depuis 2003, je travaille sur les quartiers populaires, je travaille sur les quartiers bourgeois et la corruption, je travaille sur une approche sociétale du fait divers. Donc le fait divers, ça englobe le trafic de stupéfiants. Et donc depuis longtemps, je travaille sur une approche sociétale et factuel, on va dire, du fait divers. Donc en fait, c'est parce qu'on me connaît à partir de 2012 avec le prix Varenne, mais depuis le début, je fais ça. Après, j'évolue moi-même dans ma manière d'écrire, dans ma manière de comprendre ce qui se passe, parce que moi-même, j'écris des choses qui sont différentes de ce que j'ai pu écrire au début, j'évolue moi-même. Mais c'est la jonction entre un journal qui fait du social et du sociétal depuis toujours, il est né comme ça, et un pur fait diversier qui cherche du scoop. Voilà, moi je suis un chasseur de scoop, plus jeune. Et donc ces deux éléments-là vont me donner un journalisme, moitié d'investigation, moitié de terrain. Et investigation et reportage. C'est rare, parce que d'habitude on fait de l'investigation et du reportage. Moi je fais un peu des deux. J'essaie de mélanger les deux. Je ne suis pas le seul, il y en a d'autres, mais je mélange de ces deux journalismes-là. Alors, vous évoluez peut-être aussi sur le regard que vous portez, parce que vous, au début, vous le disiez, vous aviez des idées reçues, vous partez même de ces idées reçues. Oui.
même sur les quartiers nord, la drogue, le trafic, pour écrire et pour faire votre travail. C'est mon outil principal, l'idée reçue. C'est-à-dire que quand on démarre sur un sujet, on ne connaît rien sur le sujet puisqu'on démarre, par définition. Et il y a quelque chose qui est difficile à accepter, c'est de ne pas savoir. Donc généralement, tout être humain dit « je sais ». Et tu penses quelque chose sur un sujet, sur le trafic de stupes, sur n'importe quoi. Et quand tu penses quelque chose, comme tu n'as pas travaillé avant, tu as l'idée des autres, tu as l'idée reçue. Donc tu as l'idée des autres, tu penses que, moi je pensais que les gamins des quartiers populaires, ils gagnaient beaucoup d'argent. Et je pensais comme tout le monde. Mais par contre, je me mets un doute sur cette idée reçue, je me dis essayons de voir si c'est vrai ou pas, c'est mon outil. Et donc de là, après, je vais vérifier cette idée reçue avec du terrain, avec de l'enquête, avec des interviews, après avec un travail de journaliste assez classique finalement. Mais mon idée reçue, c'est un outil de départ. Et de toute façon, aujourd'hui encore, je travaille avec mes idées reçues. Quel que soit le sujet que j'aborde, je me dis à moi-même, qu'est-ce que je pense de ça ? Et ce que je pense, par contre, je ne me fais pas confiance. Je me dis, ok, je pense ça, maintenant on va le vérifier. Parce que le risque pour un vieux journaliste, que je commence à être petit à petit, c'est de tout savoir. Eh oui, tu sais, tu l'as vu, il y a 20 ans, il y a eu ci, il y a 10 ans, il y a eu ça, il y a 15 ans. Mais il faut tout le temps se dire, ok, si je pense ça, il faut que je vérifie. Tout le temps, il faut le vérifier. Et des fois, tu avais raison. Mais la plupart du temps, c'est plus subtil. Tu as rarement totalement tort, mais la plupart du temps, c'est plus subtil, c'est plus complexe. Donc l'idée reçue, c'est mon point de départ. Donc en effet, j'ai évolué. Ce que j'ai écrit en 2004, ce que j'ai écrit en 2014, ce n'était pas radicalement différent, mais il y a une manière d'approcher le réseau de stupes qui va plus profondément. Je vais toujours plus loin. Je réponds à une question, ça m'en ouvre 4. Je réponds à 4 questions, ça m'en ouvre 10, etc. C'est une ramification de questions qui est infinie. Justement, cette manière d'approche, vous parlez à des gens qui ne sont pas forcément accueillants par rapport aux journalistes, vous êtes en terrain pratiquement miné. Comment justement on cherche la confiance, on la gagne, on la recherche. Je crois même que vous le racontiez une fois, ça même passe parfois par les mamans, parfois ça peut l'entourage. Oui. En fait, il faut connaître le système qu'on étudie pour commencer. Moi, j'ai une formation scientifique. Moi, j'ai un master d'écologie, si vous voulez. Ça s'appelle pas comme ça, mais on va dire que c'est de l'écologie. Donc, il faut connaître le système. Ce qu'en écologie, on appelle l'écosystème. Il faut connaître le système qui régit tel fonctionnement. Et donc, il faut savoir qui fait quoi, qui a besoin de qui, à quelle heure il faut être là ou pas là, etc. C'est pas du tout à des fins d'écriture qu'il faut connaître ça. C'est pour savoir comment travailler. Donc, par exemple, si tu veux pouvoir travailler sur des petits guetteurs dans un réseau de stupes, il ne faut pas y aller à 17h au moment où il y a le plus de clients et au moment où il y a le plus de risques de descente de police et le plus de risques de concurrence, etc. C'est un moment où tu peux observer mais pas interroger. Par contre, tu peux interroger à 10h du matin dans un autre quartier un gamin en l'invitant à aller manger un tacos, quoi. Là, c'est possible, parce que là, il parlera. Donc déjà, il faut déjà se dire à quel moment le gars va parler ou pas. Il faut être logique. Il n'y a personne qui est sommé de répondre à un journaliste. C'est pas « je suis journaliste, tu me réponds ». Jamais de la vie. On ne fait pas de perquisition, nous, on n'est pas flics. Donc, le truc, c'est gagner la confiance. Et il y a plein de manières de gagner la confiance. Moi, je me mets à la hauteur. Je me mets à la hauteur physiquement. C'est-à-dire, je me mets à la hauteur, vraiment. Je me raconte moi-même. Je montre qu'en fait, je comprends ce monde-là et que je vais chercher dans mes identités, je vais chercher dans mes histoires quelque chose. Et après, je n'aborde pas le sujet le plus dur tout de suite. J'essaye de faire que la personne y arrive seule. Par exemple, les trafics de stupes, je vais lui parler de l'école. Et il va y aller sur son trafic de stupes. Je vais lui parler de la santé, je vais lui parler de Fortnite. Et lui, il va aller sur Fortnite, il va me parler d'armes. Je lui dis, mais les armes dans la vraie vie, tu en vois ? Eh oui, ma foi, j'en vois. Et hop, et il va partir sur les vraies armes ensuite. Donc, je n'aborde pas parce que sinon, tu es une forme d'agression. Alors que si tu le laisses venir, ça fonctionne. Et en faisant ça, énormément de travail sur la confiance. Pareil, parfois je vais passer par les mamans, parfois je vais passer par des gros bandits, parfois je vais passer par des avocats, parfois je vais aller directement sur les minots. Tout est possible en fait, mais il y a des moments, il faut comprendre le système pour savoir où passer et quand. Par contre, moi, tous mes échecs, on ne les voit pas, puisque quand je rate, je ne l'écris pas dans mon texte. Enfin, je pourrais écrire, j'assume complètement mes ratés, mais ce que je veux dire, c'est que mon livre, à la fin, est un condensé de ce que j'ai réussi, c'est pas un condensé de ceux qui vous ont répondu. Ceux qui m'ont répondu, donc tous les ratés, on les voit pas, mais il y a une déperdition énorme, c'est-à-dire que la plupart des jeunes n'ont pas confiance.
Mais quand j'en ai 5 qui ont confiance, 100 qui m'ont rejeté, un peu moins, mais eh ben, les 5, ça va devenir les personnages de mon livre. Est-ce qu'ils comprennent le rôle que vous avez en tant que journaliste, c'est-à-dire que vous n'êtes pas flic, vous n'êtes pas là pour forcément les mettre dans une situation compliquée, juste pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, essayer de raconter, est-ce que ça c'est compris? Oui. Est-ce qu'ils le Oui, c'est pas toujours bien accueilli, mais c'est compris. C'est compris, c'est à moi de le faire comprendre aussi. Alors il y a différents. Quand on dit île, quand on parle des jeunes des quartiers populaires, c'est divers. Hein. Bien sûr. Il y a des gros malins, il y a des gros débiles, il y a de tout quoi. Donc déjà d'entrée, quand tu discutes, tu vois à quoi t'as affaire. C'est un petit qui est plus allé à l'école depuis 4 ans, qui est sous fumette et qui a 12 mois son vocabulaire, ça va pas être la même histoire que un autre qui est guetteur lui aussi, mais qui vient de sortir de l'école, qui continue à lire chez lui, qui continue à avoir un. C'est-à-dire la majorité, c'est plutôt des malins. Et de temps en temps, il y a un débile. Un débile, souvent, il a une histoire derrière. Moi, ce que je vais chercher, là, je dis un débile comme ça, parce que c'est un langage populaire. Mais en fait, je vais chercher pourquoi il est comme ça. Et derrière, tu te rends compte, souvent, il y a quelque chose de plus... Il m'intéresse beaucoup, celui-là. Parce que derrière, il y a des traumatismes, il y a des malheurs. Et comme je suis un journaliste du malheur, je vais chercher le malheur. Et là, je discute avec lui. Lui, en effet, il va y avoir souvent une confiance qui va être plus longue à avoir. Ou alors que tu vas avoir sur des choses complètement inattendues. Tu vas gagner la confiance parce qu'à ce moment-là, la police est passée, je suis allé parler aux flics et quand ils ont vu que la police n'intervient pas, que la police s'en va, ils sont persuadés que j'ai réussi à faire partir les flics. Et ils vont croire que j'ai le pouvoir de faire partir la police. Alors qu'en fait, moi, je n'ai rien fait. Je fais comme les hommes politiques, je fais croire de faire des choses que je ne fais pas. Mais la réalité, c'est que la confiance, elle se gagne surtout quand tu te mets à la hauteur. Quand tu as... Alors moi, j'adopte pas leur langage. Mais par contre, je vais adopter un langage qui va être pas écrasant. Je ne vais pas trop bien parler. Ou je vais parler avec des métaphores. Ils parlent beaucoup par métaphore. Donc ils ont un langage poétique. Poétique trash, mais poétique. Et donc ça, moi, je vais beaucoup utiliser ça. Vous l'avez utilisé l'expression, est-ce que votre gueule de flic vous a aidé aussi? Alors en fait, j'ai deux... En vieillissant, tu changes aussi de statut. C'est-à-dire que quand j'étais... Avant, on m'appelait frérot, maintenant on m'appelle tonton. Et donc tu changes de statut. Hein. Donc ça, il faut faire avec. Quand on est journaliste, on se regarde, on voit à quoi on ressemble et on sait que de toute façon, on va donner un effet. Ton physique, sa taille, sa voix. J'ai plus la voix du gamin que j'étais au début, où tu peux faire semblant d'être naïf. Maintenant, je peux plus faire semblant d'être naïf. Mais par contre, je peux faire le paternaliste. Je peux jouer sur d'autres créneaux. Mais il faut en être conscient. Ma gueule des flics, déjà, ils me voient flic au début, puis très rapidement, ils se disent non, mais il est seul. Un flic, c'est jamais seul. Et donc, ils le savent, ils connaissent. Donc, je suis flic, mais ils voient, après, je suis pas flic. Puis après, j'ai ma gueule de Corse, où je joue énormément ça. Je fais vraiment le regard, je fais le truc, je prends mon accent. Ça, je le joue aussi, parce que dans leur tête, un Corse, c'est soit raciste, soit bandit. Et donc, là, pareil, je crée une dissonance, parce que je suis ni raciste, ni bandit. Donc, ils se disent, bizarre, il est toujours en train de dire qu'il est Corse. C'est parce que je parle de ça, j'ai l'accent, je sais. Et je crée ces dissonances-là pour créer du doute eux-mêmes, et dans ce doute, je me mets. Et donc, j'utilise tout ça. Le fait de ressembler à un flic pour eux, a toujours été un atout pour moi et pas du tout un désavantage, puisque justement je casse ce truc. Il me dit tiens Condé, tu es des stupes. Au bout d'un moment je suis douce, je suis des stupes. Et je viendrai te parler comme ça direct, tout ça, et ça marche au contraire. Par contre je joue pas les flics, je fais pas semblant d'être. Moi je mens jamais. Si on me demande rien, je dis rien. Mais si on me dit tu es quoi, je vais pas dire autre chose que je suis journaliste. Alors vous parlez à des personnes, à des jeunes, on va pas faire de généralité, mais qui peuvent parfois avoir traîné dans des affaires qui sont pas forcément faciles. On dit des guetteurs, des dealers. Oui, c'est mon public. Voilà, et vous en avez besoin. Vous avez besoin d'avoir accès à ces jeunes pour écrire et pour raconter. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé que dans votre entourage, des collègues, je ne sais pas, qu'on vous le reproche, ça, d'aller voir des gens ou de parler à des personnes qui sont pas forcément fréquentables ou qui n'ont pas eu un passé... Alors on parle plus. Alors tous les gens qui ont interviewé Sarkozy, on va leur reprocher quelque chose, parce que on peut prendre la totalité des petits guetteurs de France, ils ont fait moins de mal que Sarkozy tout seul, hein, et largement. Hein. Donc en fait, non, si on me le reproche, je ne me suis pas rendu compte, c'est possible. Mais alors dans ce cas-là, ce serait plus de l'ordre de la jalousie ou de l'envie de nuire, parce qu'on est dans un milieu concurrentiel où dès qu'il y a un journaliste qui réussit, tu peux en avoir d'autres qui essaient de te nuire. Enfin voilà, rien de très nouveau, quoi, rien de très qui est pas propre au journalisme, hein, c'est propre à la plupart des métiers. Et moi, ça m'indiffère complètement. Hein, moi, je fais mon job et voilà. J'ai plus de carte de presse
depuis 2016, moi, par exemple. Et je m'en fiche complètement, en fait. De toute façon, la carte de presse, pour moi, n'a aucune valeur. C'est donné à n'importe qui, n'importe comment. Après le berlon de la pluie, ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est tordu, ce truc de la carte de presse. Hein. Voilà. C'est un choix? Non, c'est pas un choix. C'est parce que comme je vends des livres, comme je fais un journaliste dans des bouquins, il vaudrait mieux que je sois sur un site internet trash, un petit peu idiot, où je mettrais la révélation, où je fais que des trucs débiles, et là j'aurais la carte de presse. Par contre, quand tu fais des bouquins de révélation, des bouquins, alors là t'as plus la carte de presse. Donc ça n'a aucune valeur, cette carte de presse. Mais voilà, le truc, c'est que la fonction d'un journaliste, c'est d'essayer de comprendre le monde. Et pour comprendre le monde, faut aller voir les méchants. De toute façon, quand on est journaliste politique, on rencontre beaucoup de méchants. Journaliste économique, je suis désolé, mais en termes d'évasion fiscale, il y en a qui sont à la télé en permanence. Et c'est des milliards d'euros qui font sortir de la France. Alors mes petits dealers, c'est des gentils à côté. Hein. Vous parlez aussi des menaces que vous avez reçues. J'ai entendu que vous aviez expliqué que ça faisait partie du job. En fait, les menaces, quand vous avez reçu des appels, oui. Quand vous écrivez, vous y pensez J'y pense tout le temps. Quand j'écris, je mets des messages entre les lignes. J'écris pour le lecteur, j'écris pour mes sources et j'écris pour ceux qui sont susceptibles de m'en vouloir. Et donc quand j'écris, je fais très attention à ce que j'écris, y compris pour moi-même. Et donc je mets entre les lignes des choses qui n'ont aucun intérêt pour le papier, pour l'article, pour le journal ou pour le livre, mais qui ont un intérêt pour moi, pour m'en sortir. Et donc, je fais comprendre de temps en temps qu'il y a des arrangements possibles, qu'on peut discuter, que je n'ai pas tout raconté. Je fais comprendre de temps en temps que j'ai raconté ça, mais je me suis arrêté, que j'en ai encore sous la semelle, parce que moi, j'écris 30% de ce que je sais, grosso modo. Je me garde 70%. C'est un métier de frustration. C'est un métier, si tu écris tout, tu es en danger. On peut te dire, tu seras protégé par la loi, c'est du vent en fait, c'est pas vrai, c'est-à dire que tu te mets en danger si tu racontes tout. Voilà, c'est tout. Le pouvoir économique est tellement puissant que sur un procès, ils finiront par gagner. Et le banditisme, si à un moment tu le déranges trop, ils se débrouilleront à te nuire. Pas forcément des meurtres. En France, on ne tue pas, mais tu auras des soucis. Si tu t'attaques trop souvent à la police, il est possible que tu te retrouves avec des PV tous les jours sur ta voiture jusqu'à la fin de ta vie, ce qui est dur à vivre. Donc il y a des trucs. Tu peux pas tout écrire, tout faire comme tu veux. Mais c'est intéressant parce que c'est pas habituel quand même qu'un journaliste dise, ou en tout cas se dise, je peux pas tout écrire. C'est pas vrai, on peut pas, mais personne peut tout écrire. Le seul moyen pour que tout sorte, c'est qu'il y ait énormément de médias et énormément de journalistes. C'est le seul moyen, où chacun fera son petit bout. C'est le seul moyen. Mais un individu, déjà, quel individu va dire, moi je vais tout raconter? Déjà, c'est un peu prétentieux. Et en plus, tout raconter, c'est risqué. C'est risqué pour les sources, pour commencer. C'est risqué pour des auteurs. Moi, je ne veux pas qu'il y ait de règlement de compte par ma faute. Je ne veux pas que même le plus salopard se fasse buter parce que dans un livre, j'ai écrit quelque chose. Je ne souhaite pas Moi, je ne suis pas pour la peine de mort. Hein. Donc, je ne suis pas pour la peine de mort. Je ne suis pas pour la donner, même par procuration. C'est-à-dire, moi, je fais attention à ce que personne se fasse tuer à cause de moi. Même un salopard. Et même interpeller, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'il y ait une interpellation par mes textes. Par contre, le monde politique, économique, lui, il a des comptes à rendre. Et lui... Par contre, que mes révélations fait qu'ils aient des comptes à rendre, ça c'est autre chose. Pas qu'ils se fassent buter, hein. Ou même symboliquement, pas qu'ils se fassent buter symboliquement, c'est pas mon but. Mais qu'ils aient des comptes à rendre, oui. Les réseaux de stupes, c'est illégal. Ils se font choper, ils prennent. Je suis pas là pour qu'ils meurent par ma faute. Voilà, je suis pas là pour ça. Mais par contre, tu peux pas tout raconter. Après, on peut se dire que ce métier fait qu'on doit tout dire, tout raconter. Mais techniquement, c'est pas possible. C'est risqué. Moi, j'ai été menacé de mort par du banditisme de cité. J'ai été menacé de mort par du grand banditisme. J'ai été menacé économiquement, c'est-à-dire par des procès bâillons, par des grandes entreprises. Je suis menacé de mort actuellement par l'extrême droite, un courant d'extrême droite où ils veulent. J'ai fait partie d'une liste de ceux qu'il faut abattre d'une balle dans la nuque. À la fois c'est dur parce que c'est pas facile. Moi j'ai eu peur plus d'une fois. Et en même temps, vu ce que j'écris, faut pas attendre non plus qu'on t'envoie des bisous par Instagram quoi. Faut pas rêver quoi. C'est-à-dire à un moment, si tu écris, tu racontes leur système, à un moment, ils te mettent la pression, c'est normal. Alors, c'est marrant parce que le banditisme, j'arrive à discuter avec par des biais, par les avocats, par des médecins, parce qu'ils ont des docteurs, les voyous. Passer par les docteurs, ça marche bien. Donc, le banditisme, tu discutes et tu arrives à obtenir un arrangement qui est, grosso modo, viens pas sur mon secteur et il t'arrivera rien.
Le monde économique, c'est le plus dur. Il t'attaque en justice et il essaye de te détruire. Donc généralement, tu t'en sors, mais le jour où tu perds, ça peut faire drôle. Et après, le monde politique, c'est assez facile. Il n'y a pas de souci majeur avec. Il nous reste juste quelques minutes. Je voulais aborder un dernier point avec vous. Vous connaissez très bien les réseaux, trafic de drogue, notamment à Marseille. On en parle beaucoup, je crois même par cycle, dans les médias nationaux. On en débat aussi. Est-ce que vous trouvez que ces débats-là, le traitement en tout cas médiatique, est au niveau de ce que vous voyez, de ce que vous avez vu et de l'expertise que vous avez? Alors, à la fois, je ne vais pas non plus critiquer le débat médiatique puisque je suis invité. Moi, on m'invite, et d'ailleurs, je refuse très souvent parce que je ne veux pas devenir commentateur. Donc, je ne veux pas être sans arrêt à la télé, expliquer, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Je ne veux pas être ça. Donc, comme je ne veux pas être ça, je refuse. Mais on m'invite. Donc, on me fait venir. Donc, moi, mon propos, je ne peux pas me dire bâillonné, puisque pas du tout. Je peux m'exprimer, je fais des télés, des grandes écoutes et tout. Vraiment, je ne me plains pas. Donc, mon discours passe puisqu'on m'invite. Cependant, le problème de l'approche médiatique de la question des stupes, trop souvent, c'est on a besoin de faire du spectacle, parce qu'on est dans une économie de l'attention aujourd'hui, donc il faut garder l'attention des gens. Donc, une approche qui est sociétale est très complexe et met du temps à être développée, et donc, elle est plus dure dans cette économie d'attention, elle perd contre l'approche uniquement sécuritaire, qui n'est pas farfelue, mais qui n'est que sécuritaire, qui, elle, est spectaculaire. Donc celle-là, elle marche plus vite. Et en plus, je pense que sur les stupes, l'agenda politique prend sur l'agenda médiatique. C'est-à-dire aujourd'hui, ce sont des élus, ce sont des politiques qui font le choix de ce qu'on va dire. Et notamment l'extrême droite qui se saisit totalement de cette question des stupes et qui renverse le problème. Moi, je suis de ceux qui disent que la problématique des stupes est gravissime, certes, mais qu'elle est le symptôme d'un problème de société. Or, la droite et l'extrême droite, et une partie de la gauche aussi, va plutôt dire que une mafia, je ne sais pas qui, des cartels, ça n'existe pas, viennent sur la France pour bouffer la France de l'intérieur. Donc une forme de racisme derrière, par ailleurs. Mais donc l'approche, elle est inversée. Donc moi, je dis que c'est plus grave, en fait. Moi, je dis que c'est l'état de délabrement de la société qui permet le trafic. Moi, c'est plus grave, finalement. Mais mon discours, il est trop long, trop complexe à développer. La télé, souvent, les médias, il faut aller vite. Cependant, comme je disais, je me plains pas parce que mon discours passe. Après, est-ce qu'il a entendu ? J'en sais rien. Je pense qu'il est en partie entendu par la profession et que le grand public n'en a rien à cirer. Mais ça veut dire du coup que nous, médias, vous, journalistes, sommes passifs face à l'agenda politique, c'est eux qui imposent le rythme. Juste une question par rapport à ça, c'est les termes qui sont utilisés, narcotrafic, narcomicide, mexicanisation. Je crois qu'on vient d'en parler. C'est du fantasme, tout ça. Ouais. C'est du marketing. Par exemple, quand on parle de gang, je crois que c'est pas un terme que vous employez, vous, particulièrement. Oui, les gangs à la rigueur, les bandes, c'est pas mal. Mais la mafia, non. Et sur les termes aussi, on emploie des termes... Mais oui, c'est du marketing, c'est très 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 précis. C'est quand on dit narco, le mot narco derrière, il y a les films. Narco, il y a Pablo Escobar. Quand on dit narco, c'est pas gratuit. Narco, ça veut dire drogue finalement. Donc étymologiquement parlant, c'est juste. Mais d'un point de vue, je dirais romantique, derrière narco, on entend quoi ? On entend Pablo Escobar, on voit des séries télé, on voit des films. Et donc on voit des cartels, des vrais, ceux du Mexique, ceux de Colombie. On voit des groupes ultra violents, dans des niveaux de corruption extrêmement élevés. Or, notre système, il est différent. Il est grave. Il est très grave, parce que nous, il exploite la misère. Il exploite les vulnérabilités des gens, notre système. Mais par contre, il n'est pas dans un système de cartel. Alors, on n'a pas le temps de développer ça ici. Nous, on n'est absolument pas dans un système de cartel. Donc, le mot narco est malhonnête, puisqu'il est utilisé à des fins politiques. On te fait croire que le problème viendrait d'un groupe de personnes, des Arabes, qui viennent et qui vont pourrir la société française. Non, c'est parce qu'une partie de la société française est pourrie, ce que moi j'appelle le monstre dans ma trilogie, parce que moi ma trilogie elle n'est pas sur les stupes. Il y a 20% sur les stupes. Quand on m'interviewe, on parle que de ça, c'est le truc du moment. Mais elle est plus sur le monstre, c'est-à-dire la corruption, les clientélismes, les choix politiques ineptes, les choix économiques avec des intérêts spécifiques. À Marseille, on en a un, je veux dire, côté intérêt spécifique, il pense qu'à lui, quoi. Donc, c'est plutôt une maladie de la société qui ressort par les stupes. Mais si tu dis narcotrafic, c'est pas ce que tu entends. T'entends pas ça. Et donc après, tu déroules toute la com, narcomicide, narcoville, c'est du fantasme. Quand Saviano vient en France pour faire la promo de son livre,
Saviano, grand journaliste italien qui a fait des choses importantes sur l'Italie, qui décrit la mafia, une vraie mafia en Italie. Oui. Nous, on n'a pas de mafia. Nous, on a un système qui est plus évolué que la mafia. On a 40 ou 50 ans d'avance sur la mafia. On a un système clientéliste et on a un système sans violence et sans que ça se voit. Mais en fait, quand lui, il vient, il dit « Ici, vous avez des mafias, vous ne le savez pas, ils nous prennent de haut. » Mais tu te plantes, mon poulet. C'est-à-dire qu'en fait, il a tellement une méconnaissance totale du système français, il calque son système italien, il est complètement à côté de la plaque. Ici, on a beaucoup plus d'avance. C'est-à-dire, oui, il y a du banditisme, mais il est tellement évolué qu'il n'est pas violent, peu, et qu'il laisse la violence aux petits, donc à ce qu'on appelle les cartels, mais qui sont faits des tocards, et qui n'ont comme compétence que d'être violents. C'est-à-dire, il faut réfléchir vraiment. Moi, j'appelle ça un laxisme intellectuel. Oui, sur les questions, on a deux laxismes. On a un laxisme social, c'est-à-dire qu'on abandonne des quartiers entiers, et après on se dit, oh, plus tard, ils tombent dans la délinquance. Ah oui, ils sont abandonnés. Et après, un laxisme intellectuel, c'est-à-dire on ne pense pas. On ne pense pas les quartiers. Moi, j'espère faire partie de ceux, il y en a d'autres, qui participent à essayer de comprendre ce qui se passe dans notre société, et avec les lésions qui sortent dans les quartiers populaires, et même dans le rural, c'est la même chose, quoi. Et peut-être aussi une facilité des médias à reprendre des termes et reprendre des concepts qui parlent. Alors les médias, là aussi c'est vaste. Si je prends Les Jours, Mediapart, Le Monde, ils vont faire des choses qui vont être totalement dans ce que je dis. Ils vont même faire des choses que moi j'ai pas écrit et que eux ont vu. Ça travaille quand même. Il n'y a pas que moi. Hein. Il y a énormément de monde. Donc les médias, c'est aussi des fois des documentaires qui sont très bons. C'est parfois des reportages très réussis. Mais par contre, le média rapide, celui qui doit aller vite, donc les chaînes d'infos, lui. Les jeunes journalistes souvent qui font ça, c'est pas leur faute, hein, ils font du bon boulot, mais il faut aller vite. Donc il faut aller vite, tu as le procureur, il parle, tu mets le micro sous le nez, il parle et il fait ça comme. Puis après derrière, tu vas aller voir le patron du syndicat de police du coin, qui peut parler. Et le patron du syndicat de police, il pense pas société, lui, il pense politique. Et derrière, souvent, il fait partie d'un parti qui est soit de droite, soit d'extrême droite, et vas-y qu'il déroule son idéologie minable. Et en fait, il raconte ce qu'il a envie de raconter, il prend 3 chiffres bidons, qui va sortir de son contexte. Et la chaîne d'info n'a pas le temps de vérifier. Tu rajoutes à ça la politique du spectacle, où on fait venir des chroniqueurs qui sont des pitres, hein, qui sont sur les plateaux à raconter n'importe quoi, qui ne sont jamais allés sur le terrain de leur vie, et ça te donne quelque chose de compliqué. Mais je ne dirais pas les médias posent problème. Comme je disais, moi on m'invite, donc je ne vais pas râler. Et je suis invité aussi sur les chaînes d'info. Hein. Oui, bien sûr. Attention, ils m'invitent. Donc il y a une volonté au contraire d'aller vers des bonnes choses. Il n'y a pas une volonté de raconter n'importe quoi, il y a une volonté d'aller vers les bonnes choses. Et je trouve qu'il y a aujourd'hui, au niveau des médias, on n'a jamais eu autant de qualité. On n'a jamais eu autant de trucs dégueulasses et on n'a jamais eu autant de qualité. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a tellement de choses qu'aujourd'hui, tu as l'impression que c'était mieux avant. On va pas du tout. Hein. Alors, ça sera ma dernière question, c'est les 15 dernières secondes. Vous connaissez intimement Marseille depuis longtemps maintenant. Et pendant longtemps, auprès encore des médias nationaux, ça a été le Vieux-Port, Plus belle la vie, et puis donc les règlements contre le trafic de drogue. Est-ce que vous pensez que le regard que portent les médias, ou en tout cas, sans faire de généralité, certains médias nationaux, les chaînes d'info, la presse nationale, c'est un regard un peu injuste sur Marseille? Pour moi, il y a 2 regards caricaturaux sur Marseille. C'est le regard Marseille, capitale du crime. Et Marseille, des racines et des ailes, c'est super beau, on le filme en drone de loin. Par coucher du soleil avec une lumière, une jolie lumière un peu chaude, quoi. Donc pour moi, c'est les deux caricatures sur Marseille. Les deux sont vrais par moment. Et en fait, il y a toute une gamme au milieu. Mais les Marseillais eux-mêmes, ils te vendent de ces 2 caricatures-là. Hein. Mais un micro ici, là où on est ici, ils vont te parler des bandits sans problème. Et ils vont te parler sans problème aussi des calanques et de comment... C'est comme ça, c'est-à-dire, c'est pas les médias qui posent problème sur Marseille, c'est une ville qui est exubérante. Et donc, tout est super ou tout est pourri. Tout est mis en avant ou tout est secret. Donc, en fait, Marseille est aujourd'hui assez bien décrite. Ce qu'il y a, c'est que c'est une ville qui fascine parce qu'elle est absolument pas dans les canons actuels dans tout ce que tu trouves dans toutes les villes mondialisées. Il n'y a pas une franchise marseillaise. Si tu vas à Paris, à Londres, à Barcelone, c'est les mêmes villes. C'est les mêmes bars, les mêmes restos, c'est les mêmes trucs. La langue change, mais les mecs, c'est les mêmes. C'est des villes identiques. Marseille, elle avait tellement de retard qu'en fait, elle a pas fait toutes les conneries qu'ont fait les autres villes. Et donc, son retard est devenu un atout. Et aujourd'hui, c'est une ville qui est authentique, avec des vrais gens qui te parlent pour de vrai et qui font pas que des Instagram et des trucs. Est-ce que ça va durer? Moi, je le pense. Parce que comme c'est une ville pauvre, elle s'en fout complètement des modes.
Elle s'en fout parce qu'elle ne peut pas les suivre. C'est par incapacité que cette ville est en avance. Parce que tu ne peux pas suivre les modes, tu n'y arrives pas. Eh ben, tu fais ta propre mode. Donc après, la manière dont Marseille est vue dans les médias, ça fascine. Mais la particularité de Marseille, c'est que c'est un concentré de France. Il y a tout ce que tu trouves par ailleurs, tu l'as à Marseille. C'est une sorte de... Toutes les problématiques françaises sont à Marseille. Et donc la force pour les médias de Marseille, c'est que sur 1 million d'habitants, avec des gens qui parlent et qui n'ont pas peur d'exposer les choses, mais d'un seul coup, tu as des réalités qui te sautent aux yeux. Le banditisme existe dans d'autres villes où c'est plus dur d'aller, où c'est plus complexe, alors que là, tu peux y aller. Les questions de société peuvent être abordées ici, parce qu'ici, tu vas interroger des femmes voilées qui vont te répondre, alors que tu vas dans la banlieue strasbourgeoise, non. Donc on choisit Marseille. Parce que c'est une ville qui est entre la mauvaise foi et la sincérité. Et il y a ce truc qui déjà, un, ça fascine, et deux, ça représente le pays, quoi. C'est une loupe. Marseille, à la fois, c'est pas la France et c'est totalement la France. C'est ça qui est particulier. Merci beaucoup, Philippe Pujol, de nous avoir reçus à Marseille, chez vous. Ah, je suis pas chez moi totalement, mais en partie. On nous a bien accueillis ici. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.